Impressionnante l'explosion qui est en train de se produire en ce moment même au-dessus de la Russie. Que sait-on de cette situation? Eh bien, passons aux détails. Mais évidemment, c'est un sujet compliqué. Et regardez, le 1er mai, ils ont attaqué la raffinerie de Tuapse, le 3 mai, le terminal pétrolier de Primoros, le 4 mai, la raffinerie de Samara, le 5 mai, la raffinerie de Kryzny, le 7 mai, la raffinerie de Perm, également le 8 mai, la raffinerie de Karoslavy. Le 13 mai, le terminal pétrolier de Taman, le 15 mai, la raffinerie de Ryazan, le 17 mai, la raffinerie de Moscou, le 20 mai, la raffinerie de Kosovo, enfin plutôt de Kostobo. Et voilà comment ça se passe tous ces jours-ci. Regardez, c'est comme ça que les attaques se présentent. C'est un essaim de drones ukrainiens. Écoutez ça. Merci d'avoir regardé. C'est un essaim ukrainien. Ainsi, les drones ukrainiens entrent en essaim. Eh bien, ce qui fut à un moment donné une série d'attaques constantes de la part de la Russie contre l'Ukraine, cela s'est inversé et maintenant, eh bien, c'est une série constante d'attaques ukrainiennes contre la Russie. Et sur un point précis, si tu continues à attaquer, tôt ou tard, tu vas te retrouver sans pétrole. Le problème est tel qu'on commence à voir des situations très curieuses où l'on continue d'observer des drones lancés vers l'OTAN. Aujourd'hui, un rapport est publié dans lequel on peut voir ce qui suit. Regardez, voyons si nous pouvons afficher cette image à l'écran parce qu'elle attire l'attention. Voyons si je peux la mettre par là. Cet avertissement qui est arrivé en Lituanie attire l'attention. Oui, une alerte au drone a même obligé le président lituanien lui-même à se mettre à l'abri. Au cours des derniers mois, mais surtout ces dernières semaines, des aéronefs sans pilote, c'est-à-dire des drones, ont été signalés. Et cela a obligé les gens, y compris le président lituanien lui-même et la première ministre, à se mettre à l'abri. Par exemple, ce matin même à Vilnius, ils ont dû se mettre à l'abri parce qu'on a soudainement détecté qu'une série de drones entrèrent dans le trafic aérien. Cela l'a également affecté ces derniers mois. Il y a eu plusieurs alertes de ce type. Dans les États baltes, en raison de l'augmentation des bombardements entre l'Ukraine et la Russie et l'Ukraine, les habitants de la capitale lituanienne, à Vilnius, ont reçu un message de l'armée sur leur téléphone portable vers 10h20. Alerte aérienne. Rendez-vous vite dans un abri ou un lieu sûr. Protégez vos proches et attendez d'autres instructions. Voilà ce qui était indiqué. Selon l'agence de presse DNS, le président du pays, Gitanas Nausėda, ainsi que la première ministre, Inga Ruggiene, étaient également concernés. Ils auraient été mis à l'abri, c'est-à-dire protégés, un peu avant que l'armée ne lève l'alerte et n'indique aux citoyens de quitter les refuges. Puis l'alerte a signalé que tout était calme et qu'ils pouvaient reprendre leurs activités, n'est-ce pas? Mais évidemment, cela a suscité des réactions, n'est-ce pas? Que se passe-t-il? Jusqu'où cette situation va-t-elle s'aggraver? Évidemment, eh bien, il y a un sujet très important. Un autre point qui attire l'attention, c'est ce qui se passe entre Xi Jinping et Vladimir Poutine. Écoutez, il y a eu des réunions. Il y a déjà eu un rapprochement entre les deux. Xi Jinping et Vladimir Poutine affichent une coordination mondiale, mais ils laissent aussi des questions en suspens. Par exemple, l'accord énergétique qui devait être conclu continue d'être repoussé, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu lieu. À chaque fois, ils annoncent que ce sera le plus grand accord énergétique du monde. Je ne sais pas quoi. Non, ça n'arrive pas. La Chine et la Russie profitent du sommet entre Xi Jinping et Vladimir Poutine pour réaffirmer leur message de coordination stratégique et s'afficher comme facteur de stabilité. Face à la situation, disent-ils, marquée par les conflits liés à la question de l'Ukraine, à la Russie, au Moyen-Orient et aux tensions avec l'Occident. C'est curieux, n'est-ce pas? Les dirigeants de ces pays ont également assuré qu'ils allaient renforcer la coopération stratégique et qu'à l'avenir, ils verraient comment développer la coopération énergétique. Un sujet qui est essentiel, aussi bien pour la Chine que pour la Russie, n'est-ce pas? Lors de la réunion au Grand Hall du Peuple, Xi a souligné le message adressé à Poutine. Nous avons su approfondir sans cesse la confiance politique mutuelle et la coordination stratégique avec une persévérance inébranlable qui a résisté à 1000 épreuves, dit le message. Cela aussi me paraît évidemment intéressant. Xi affirme que le monde court le risque de voir régner la loi de la jungle.
Le temps qu'il passe à louer les liens entre la Chine et la Russie, ça c'est classique, n'est-ce pas? Ce qui est évident, ce qui est habituel, ne nous surprend pas dans le contexte des conversations entre Xi Jinping et Vladimir Poutine. Ils ont effectivement commencé par une réunion en format très restreint, avec très peu de délégués. Cela aussi a attiré l'attention. En vérité, elle n'a pas été aussi longue que celle qui avait eu lieu avec Trump. Eh bien, ce sont des signes un peu étranges, non? D'amitié, mais sans exagération, disons non. Il dit que nous avons un bon voisinage et une coopération amicale, et bon, c'est une situation évidemment classique, non? Surtout, chaque fois qu'il se réunit avec les États-Unis, il finit ensuite par se réunir avec la Russie. Ça aussi, c'était quelque chose de prévisible. En ce moment aussi, la Russie lance une attaque de drones contre plusieurs régions d'Ukraine. Au moins 2 personnes sont déjà décédées, 12 blessés selon les rapports de Dnipro, Odessa, Kharkiv et Soumy. Eh bien, la guerre continue d'avancer, n'est-ce pas? Évidemment, Moscou affirme poursuivre les bombardements sur les villes ukrainiennes après plus de 4 ans d'invasion. Eh bien, cela continue, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'arrêt dans ce sens, n'est-ce pas? Pendant ce temps, le Royaume-Uni, pour changer de sujet, ne tarde pas. Certaines sanctions sur le pétrole, sur le gaz russe au milieu du conflit au Moyen-Orient, n'est-ce pas? Cela aussi, évidemment, est important. Ils ont repoussé certaines sanctions sur le pétrole et le gaz naturel liquéfié. Les Russes assurent que, pour aider à contrôler la flambée des prix, ils sont déjà en train de reporter des sanctions contre la Russie. Autrement dit, comme les États-Unis, ils lèvent des sanctions d'un côté, gardant ainsi la possibilité d'obtenir du pétrole russe bon marché pour équilibrer la situation. N'était-ce pas? C'est ça? Eh bien, j'imagine que ça va déranger les Iraniens eux-mêmes, parce qu'au bout du compte, c'est un problème pour eux, n'est-ce pas? C'est un problème de ne pas pouvoir mettre plus de pression. Parce que pour les Iraniens, la stratégie, c'est de mettre la pression sur l'Europe et l'Asie, et ainsi mettre la pression sur les États-Unis indirectement. Non. Mais si tout à coup la Russie commence à leur vendre du pétrole, eh bien la pression perd de sa force, non? Donc je dis, ce sont ces équilibres et ces déséquilibres constants, n'est-ce pas? Même entre les mêmes partenaires, collègues, etc., non? Eh bien là aussi, ils continuent dans ce sens, à se contredire, pour ainsi dire, non? Un autre sujet qui attire l'attention, c'est ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. Ormuz. On voit cette image, voyons si on peut la mettre ici, mais oui, cette image attire vraiment l'attention. Celle-ci est l'une des plus récentes, disons-le ainsi, qui montre comment le trafic maritime a été observé au cours des dernières 24 heures. Les navires ont avancé et ces avancées, ces mouvements ont fait que le prix du pétrole a légèrement baissé. Parce que disons que même si l'on soupçonne qu'ils paient, évidemment ils paient un prix aux Iraniens, mais pas pour passer par là. Le fait que le pétrole circule a évidemment fait que les prix baissent à nouveau un peu. Ils restent élevés, mais bon, il y a quelque temps c'était à 112 $, 106, et c'est toujours pareil, c'est toujours à 106 $. Donc le prix reste un peu plus bas qu'avant. Oui, ça aussi. Eh bien, c'est intéressant. Comment allez-vous? Comment ça va? Aujourd'hui, nous avons aussi d'autres sujets importants. Un grand salut à Eliseo, à Jesus Naro. Très bon après-midi, Jesus. Comment vas-tu? MT. Un grand salut. Francisco Arce, Jésus Naro. Merci à tous pour vos likes, votre présence et à ceux qui nous regardent en différé. Eh bien, un grand merci. Hein? Regardez les filles, cette autre image. C'est encore une situation vécue en Russie, dans les raffineries. Voyons si je la mets ici. Ceci est l'une des plus grandes raffineries de pétrole de Russie qui a dû arrêter complètement ses opérations à cause des attaques de drones. Cela a été suspendu à cause des attaques qui ont commencé à se produire. Depuis le 15 mai, il y a 5 jours, cette usine représente 5% de la capacité totale de raffinage du pétrole de la Russie. Et c'est une bonne chose, au final ces mouvements continuent de provoquer des problèmes. Évidemment, il y a la pollution et d'autres choses, mais dans ce conflit, ce qui est le moins pris en compte en général dans les conflits, ce n'est pas vraiment l'écologie, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ça passe au second plan. C'est secondaire, non?
si jamais c'est pris en compte. Donc voilà comment se passe l'attaque, c'est l'une des plus grandes raffineries, nous l'avons vu. Bon, nous avons fait la chronologie du nombre de raffineries qui ont été attaquées, et ça fait déjà pas mal, n'est-ce pas? En comptant celle-ci, la raffinerie de Ryazan, celle de Moscou, toutes les autres, etc. Ce ne sont pas juste quelques raffineries attaquées. Cela fait partie d'une opération massive qui dure déjà depuis plus d'1 an. Maintenant, concernant le sujet des raffineries, n'est-ce pas? Cela fait déjà presque 2 ans, non? Ça n'a pas commencé soudainement, n'est-ce pas? C'est aussi incroyable. Passons donc à d'autres images qui attirent l'attention aujourd'hui. Il s'agit de cette situation que traverse Cuba, que nous allons analyser plus en détail plus tard. Mais attention à ce qui se passe car la républicaine María Elvira Salazar, cette députée, affirme qu'aujourd'hui est un jour glorieux. Elle dit que ce n'est pas seulement un jour glorieux pour les Cubains sur l'île, mais aussi pour chaque Cubain en exil, pour chaque famille déchirée, pour chaque voisin, chaque ami, chaque être cher qui a passé sa vie à attendre de rentrer chez lui. Pendant 67 ans, un groupe de gangsters a pris le contrôle d'une nation et en a fait son fonds de commerce. Aujourd'hui, c'est le début de la fin. Les forces de la liberté arrivent et la Cuba qui est sermonnée libre en 1902 retrouve son chemin. Il dit ce qui suit. Écoutons une partie de ce message. C'est un jour glorieux pour le peuple cubain. Après 6 décennies de tragédie, de misère, de détresse, les Cubains seront bientôt libres. Et il n'y a pas de mots pour décrire la joie qu'ils ressentent. Non seulement les Cubains sur l'île, mais aussi les Cubains que nous représentons en Floride du Sud, qui vivent à l'étranger, ainsi que d'autres qui vivent à l'étranger. Mais nous les représentons tous, partout dans le pays et à travers le monde. Eh bien, donc, à part le message, c'est un message qui est donné exactement au moment où la révolution a eu lieu là-bas à Cuba. Eh bien, ces messages viennent des États-Unis. Plus tard, nous verrons ce que les États-Unis disent officiellement en tant que gouvernement. Que dit Marco Rubio, parmi d'autres membres du Congrès qui interviennent également dans l'État et des membres du Congrès qui ont réagi et envoyé un message? Que la prochaine étape est d'aller chercher Raúl Castro, qui d'ailleurs fait l'objet d'une accusation officielle. Nous la pratiquons, mais l'accusation officielle, ils vont chercher à arrêter ce Raúl Castro. Alors faites attention à ce sujet également. Ce serait historique, ce serait un tournant énorme sur ce sujet s'ils allaient en chercher Raúl Castro. Eh bien, nous ne savons pas si cela va arriver, mais c'est le cas. L'approche qu'ils apportent, c'est un tournant, en plus de cela, parce que comme tous les coups de Donald Trump, c'est-à-dire un mouvement éteint le feu du mouvement précédent qui a mal tourné, et ensuite il crée une autre situation. Donc il crée de petites situations, certaines plus grandes que d'autres. Et donc avec ça, comme ils tiennent le coup, pour ainsi dire, un sujet très curieux, mais presque chaque mois de cette année, des choses vraiment incroyables, n'est-ce pas ? La chute de Maduro, ici même, certains dirigeants importants, disons, tout comme ce qui s'est passé avec Ali Khamenei, non? Le guide suprême Khamenei, pas le dirigeant suprême iranien. Tout le monde s'est tourné vers Cuba, mais pas forcément pour y aller. Eh bien, il semble que oui, il semble que dans ce sens, Trump ait mené beaucoup d'opérations, n'est-ce pas? Donc, et puis l'opération semble soudain rester à mi-chemin, n'est-ce pas? Parce que ça donne l'impression que, regarde le régime, non, il n'est pas tombé. En Iran, le régime, il est tombé. Donc, les régimes ne sont pas soutenus uniquement par leurs figures clés, même si soudainement cela semble être le cas, mais ce n'est pas comme ça, n'est-ce pas? D'autres soutiennent ce régime et les maintiennent, n'est-ce pas? Voilà le genre de choses sur ce sujet. Alors, comment va José Zarate? Un grand salut. Blanca Barceló dit qu'elle a déjà plus de 90 ans. Oui, je sais, elle est déjà âgée, on va dire, n'est-ce pas? Comment vas-tu, Jésus? Très bien, salutations, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et il dit, d'accord. Il dit, très bien, Blanca, mal, qu'est-ce qui se passe? Comment vas-tu? Très bien, Eliseo, à toute la communauté qui arrive, merci beaucoup. Leonardo, raconte-nous, MT, comment s'est passé ce voyage, cette rencontre avec la nature? Léonard, nous, comment ça s'est passé? J'espère que tout s'est bien passé, n'est-ce pas? Que tout s'est déroulé comme tu l'espérais, non? Que ça a été une bonne expérience, merci beaucoup. Et c'est super que tu sois ici avec nous. Et à la communauté qui nous regarde différemment, eh bien aussi, non? Ça t'intéresse d'adopter? Un grand salut. Il dit il est intéressé à adopter de nouveaux États. Il quitte le contrôle du régime et s'approprie les ressources, il dit. Blanca, comment vas-tu, Blanca?
Oui, c'est-à-dire comme si l'intérêt n'était pas vraiment de renverser le régime, mais en tout cas que ce soit hostile aux États-Unis, et dans tous les cas, parce qu'on peut faire des affaires, n'est-ce pas? Que les affaires puissent s'étendre là-bas, dans ce sens, le cas de l'Iran, parce que ça ne s'est pas passé comme ça, n'est-ce pas? Jusqu'à présent, du moins, non. Et Et Eh bien, le Venezuela, oui, n'est-ce pas? Le Venezuela, il travaille déjà sur la question de l'or, la question du pétrole, etc. Non? Écoutez, passons à d'autres sujets, d'autres thèmes également importants. Il y a aussi, eh bien, ça fait partie de cette réalité, tout ça, non? Passons à d'autres sujets importants. Il y a un cas très curieux dans le monde, n'est-ce pas? C'est-à-dire, allons-y, les baleines, au bout du compte, font de très longs voyages, c'était ce qu'on estime, mais on n'avait pas pu mesurer clairement comment se déroulait ce voyage. Et voyons si je peux le montrer sur une carte. Cette carte que nous voyons est une recherche qui a été faite pour voir comment ou vers où voyageait une baleine à bosse, n'est-ce pas? Regardez le trajet qu'elle a fait. C'est impressionnant, non? C'est la première fois qu'on peut le confirmer, même si, eh bien, c'est comme ça, mais il voulait reconfirmer si le mouvement pouvait atteindre une telle ampleur. Donc si vous regardez là les marques qu'il y a sur la queue, on voit les mêmes marques des deux côtés. C'est-à-dire, l'une est celle que vous voyez là, dans les marques qu'il y a, celle-ci est du côté de l'Australie. Ainsi, on a pu déterminer que cette petite baleine, ou cette grande baleine, n'est-ce pas, avait parcouru eh bien, une quantité importante de kilomètres. Juste pour faire le calcul, cela fait environ 15 000 kilomètres, imaginez-vous. Cette baleine à bosse a accompli une traversée océanique qui, selon les rapports, serait la plus longue jamais enregistrée jusqu'à présent. Les scientifiques ont réussi à documenter que cet animal voyage entre des zones de reproduction séparées par des milliers de kilomètres en plein océan. Elle a été aperçue pour la première fois en 2013 dans une zone de mise bas de baleines à bosse au large de la côte de Bahia, au Brésil. Environ 22 ans plus tard, en septembre, elle a de nouveau été aperçue seule dans la baie d'Hervey, au large des côtes du Queensland, en Australie. Ces endroits sont séparés par environ 9 383 miles, soit 15 100 km, ce qui en ferait la plus grande distance jamais enregistrée et documentée lors d'observations d'un même individu de baleine à bosse en particulier. Eh bien, c'est aussi incroyable ce voyage, n'est-ce pas? Que font ces petites baleines, n'est-ce pas? Impressionnant. Cette étude a été menée par la Pacific Whale Foundation et l'Université Griffith. C'est génial, ils ont donc pris des milliers de photos de queues de baleines jusqu'à ce qu'ils trouvent celle qui correspondait exactement. Après, quand j'ai dit 22 ans quelque chose comme ça, imaginez-vous, eh bien 19 000 photographies ont été analysées jusqu'à ce qu'ils trouvent cette petite baleine et qu'ils examinent les queues à la loupe, n'est-ce pas? Et ainsi déterminer que c'était exactement la même, n'est-ce pas? Que c'était bien celle-ci. Regardez, on va faire un zoom. Regardez ces petites taches. Oui. Mémorisez-les bien et ensuite on va voir l'autre. Et voilà. La voilà. Si vous arrivez à la voir, regardez, vérifiez cette petite marque. Regardez. Regarde, cette petite marque attire mon attention, ainsi que ces points. Oui, mais c'est la même marque que l'autre. Voilà, regardez. Les petits points aussi. Eh bien, évidemment, eux, ils le voient non plus en détail, mais oui, nous sommes là pour l'histoire et cette citation sur les baleines. Il dit comment ça s'est passé. Il dit des empreintes comme des empreintes digitales. Exactement, exactement. Salutations Stop Tennis Club, comment ça va? Bonsoir. Blanca dit, mais je pense que ce sera rapide, des investissements pour donner du travail aux habitants et éviter les migrations. Dit Blanca. Et c'est pareil pour le Venezuela. D'accord, Sol Garcia, comment vas-tu? José Arte dit, j'imagine que les baleines profitent des forts courants en leur faveur pour faire cette traversée. Les oiseaux aussi font énormément de migration. Oui, eh bien, les oiseaux, c'est impressionnant. Les albatros, par exemple, non. C'est hallucinant. Voyons si nous avons l'information. Je vous la donne. Voyons combien voyage un albatros. Alba, Alba, mon pote, au cours de sa vie. Voyons s'il y a une info, non? Regarde, pas seulement pour... Mince, c'est fou.
Il dit que l'albatros peut parcourir près de 8 millions de kilomètres au cours de sa vie, ce qui équivaut à faire le tour du monde plus de 200 fois et à effectuer 10 allers-retours vers la Lune au cours de sa vie. C'est-à-dire, ils font l'aller-retour jusqu'à la Lune. C'est publié par BBC Earth, n'est-ce pas? Ce sont eux qui font les meilleurs documentaires animaliers. Impressionnant. Impressionnant. Pourquoi? Parce que, regarde, il est dit qu'ils passent de 5 à 6 ans d'affilée à voler. C'est-à-dire, ils descendent rarement au sol. En gros, ils passent leur temps dans les airs. Il dit qu'ils passent jusqu'à 5 ou 6 ans d'affilée à voler au-dessus de l'océan pendant leur jeunesse sans toucher la terre ferme. 6 ans. Imagine si tu t'envolais. Là, tu vis dans les airs en volant. 5 ou 6 ans, ils les ont vues atterrir. C'est-à-dire, quand elles atterrissent, elles sont super maladroites, parce qu'elles ont. Quand tu vois un albatros atterrir, estime-toi heureux, ou heureuse. Parce que, eh bien, il est possible que tu sois en train de voir qu'il vole là depuis des années, et tu es en train de voir quelque chose de très spécial. Et donc c'est pour ça qu'il trébuche et tombe. Voilà. Celui-ci dit, étant donné qu'ils peuvent vivre plus de 60 ans et qu'ils cherchent sans relâche leur nourriture en pleine mer, le total de leur odyssée aérienne est tout simplement colossal. Il dit, eh bien, voilà, il dit, bon, ok, d'accord. Il y a là plusieurs organisations et associations qui sont dédiées à l'étude de ce sujet. Ça. Je crois que je n'ai jamais vu d'albatros moi-même, non? Des mouettes, oui, beaucoup, mais des albatros, honnêtement, je ne me souviens pas en avoir vu un seul. Il dit le truc de ok, bon, ça c'est fait, non? Mais si moi je voyageais, non. C'est ça qui est surprenant. La plus surprenante, il dit il plane, mais il pêche, dit Éliseo. Salut Éliseo, comment vas-tu? Véronica, elle dit l'Ukraine, elle fonce à fond contre la Russie, elle dit ça devient vraiment intense, tu vois déjà, on voit déjà des mouvements plus impressionnants par là-bas. Il dit ici on appelle les albatros des mouettes. D'accord. Ou des cigognes. Qu'est-ce qu'une mouette? Une cigogne? Un albatros? Il dit les courants, comme les tortues, comme dans le monde de Nemo. Oui, c'est vrai. Qu'il montait un comme dans le métro, non? En gros, il montait un comme ça. Boum, on y va. Celui-ci dit qu'est-ce qui s'est passé? Le monde est, il dit, dans le monde, tu es 4 de la bureau. 4 de la bureau. Comment c'était top tennis? Comment ça s'est passé? Celui-ci dit les ovnis sont toujours en train de voler. Il dit Icône, comment tu vas, Icône? Un énorme salut. Qui d'autre est cela? Sol, super, à toute la communauté. Marisol, comment ça va? Qu'est-ce qu'il dit? Cher Pépé, ici aujourd'hui dans le Connecticut, il fait tellement chaud qu'on cuit. Il dit aussi Connecticut. C'est-à-dire, il dit tout le... Voyons voir comment ça se passe par là-bas. Mais toi, attends, laisse-moi vérifier exactement où c'est. Voyons quelles seront les températures maximales ou à quoi ça va ressembler. Mais attends, il dit d'accord. Voyons, oui, eh bien toi aussi, tu y as droit. Et regarde, tu es bien au nord, tu es plus au nord que New York. Je suppose que tu es aussi habitué au froid. Donc, tu es en train de dire que tu es ici, n'est-ce pas? De ce côté. Et donc toute cette ligne de l'Est, non. Très chaude. Curieusement, l'Ouest est chaud, l'Est est chaud. Comme toujours, le Sud a été chaud, n'est-ce pas? Ce qui surprend, c'est jusqu'où la chaleur remonte. Eh bien, déjà vers... comment ça s'appelle? Vers le Canada, non? En gros, non. Donc oui, c'est impressionnant. Je ne sais pas, vous êtes bien au nord, non? Au nord de New York. Ou je me trompe? Dites-le moi, s'il vous plaît. C'est ça, mais ici c'est le Connecticut, non? Voilà, je le vois. Ici c'est le Connecticut, un peu plus au nord, non? Mais vous êtes, eh bien, pareil. Pareil à la même température que New York, en gros, non? Hier, ils annonçaient 38 degrés. Eh bien, c'est beaucoup, non? Mais regarde par exemple vers Washington, non? Il doit faire très chaud à Washington. Regardez là. Comme une vague de chaleur par là. Regardez le reportage que nous venons de faire sur le phénomène El Niño. Parce que oui, enfin, d'abord j'ai parlé du rapport de la NOAA, puis ensuite de celui des météorologues européens. Parce que celui des Européens est encore plus sévère, non? Et il me semble que le pétrel est un oiseau qui a les ailes les plus longues. Le pétrel.
Je ne sais pas lequel c'est. Voyons. Oiseau pétrel. C'est ça, c'est le pétrel arctique. Il s'appelle comme ça, n'est-ce pas? Ici, il l'appelle pétrel géant. Allez, 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 allez. C'est-à-dire, il est écrit Abanto marino, quoi, pétrel géant. Je vais regarder s'il y a les dimensions. Mais il est écrit longueur entre 80 et 90 cm, mais l'envergure, c'est-à-dire les ailes, fait 2 mètres et 10 cm. Entre 1,85 et 2 mètres 10 cm, poids entre 3 et 5 kg, les mâles sont considérés comme plus grands et plus lourds que les femelles. Bon, presque toujours, non? C'est presque toujours comme ça. Combien? Bon, voyons voir. Distance maximale est... Maxime. Voyons jusqu'où il vole. Il est dit que le pétrel se distingue comme l'un des oiseaux marins. Je te mets la photo ici. Il est dit qu'il mesure entre 85 cm et 1 mètre de long, avec une envergure pouvant atteindre 2,1 mètres soit. Il peut s'éloigner jusqu'à 2500 km de sa colonie en un seul voyage. Je reviens tout de suite. 2500 km, n'est-ce pas? Imaginez s'éloigner jusqu'à 2500 km, mais en aller-retour, non. C'est-à-dire, ça fait 5000 km que tu vas parcourir, voyager à cette distance de ton nid. Imagine une capacité de localisation parfaite, n'est-ce pas? C'est vraiment incroyable, non? Oui, il a vraiment l'allure d'un albatros et de ses oiseaux, non? Voyons si l'image est belle et si je peux la mettre ici. Celle-ci, regardez, elle est tombée. Annonce classique, voilà. Ça ne me laisse pas faire. Voilà. Voilà, très joli, n'est-ce pas? Là-bas, on l'appelle le pétrel géant. Excellent. Bon, eh bien, allons-y, allons-y. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Ils disent, ils ne reviennent plus voir quoi que ce soit, j'ai dit des agneaux. C'est comme ça qu'ils font, non? C'est-à-dire, ils partent et... Un instant, on va chercher à manger, puis on y va. Il dit qu'il pensait aussi que le condor des Andes était le plus grand oiseau du monde. Est-ce vrai? Vérifions. Je ne sais pas. Voyons voir. Condor des Andes. Envergure, n'est-ce pas? Ce serait des ailes. Elles sont là, elles sont toutes là, les plus grandes. Voyons voir si il n'y a pas... J'ajoute des choses qui sont comme ça, très... Non, on ne voit pas, on ne voit pas. On ne voit pas bien la mesure. Non, si c'est plus grand. C'est 3,60 m d'envergure. C'est-à-dire, le condor est incroyablement grand. Vraiment, il est très très grand. Oui, il est impressionnant. Regarde cette image du condor. Oui, il est encore plus impressionnant. Regarde le petit condor et en bas il y a un loup. Il est en train de mettre une raclée à un loup, non? Le loup court comme ça. Regarde la taille. Non, le condor des Andes, c'est autre chose, non? Là, c'est vraiment extrême. C'est fou, imagine. Oui, j'ai déjà vu des images et vidéos avec un condor près d'une personne. C'est impressionnant. Je ne sais pas si c'est exagéré, mais oui, il paraît énorme, surtout quand il ouvre ses ailes. Il a l'air gigantesque, non? Et penser qu'il y a eu des oiseaux bien plus grands, non. C'est fou. Quand tu vois l'autruche, elle en impose vraiment. Il y a aussi un autre oiseau, un peu comme l'autruche, qui ne vole pas. Ou les poules, ou un animal similaire. Mais il a un bec, des griffes, c'est très dangereux. Chaque année, dans le pays où il vivait, je ne sais plus lequel, peut-être en Océanie. Ou sur quel continent. Mais c'est un oiseau qui est dangereux. Ta vie est en danger à cause d'un oiseau. C'est à cause du bec et des griffes qu'il a derrière. Je ne sais pas comment on appelle l'éperon. Je ne sais pas comment on appelle cette chose qu'il a là. Et ils attaquent. Ils attaquent vraiment violemment. Ils sont forts. C'est comme des vélociraptors, non? Ils sont vraiment féroces, non? Eh bien, je ne sais pas si vous avez déjà vu comment les autruches se fâchent aussi, n'est-ce pas? On les montre toujours en train de cacher leur tête. Non, non. Quand elles se mettent en colère, non. Les oies sont intéressantes et intenses. Je ne sais pas pourquoi, mais elles font un peu peur. Elles sont jolies, mais il faut faire attention quand elles se fâchent. Bon, eh bien, allons-y. Il dit l'éperon, n'est-ce pas? Oui. Léonard dit, imaginez des vacances sans technologie, cherchez le bonheur en me déconnectant. Recommencer à naître. Excellent, Léonard. Non, vraiment, c'est excellent. Je pense qu'il faut le faire parfois. Topspin demande si c'est originaire de l'Antarctique. Il dit oui, bien sûr, Clavel Condor.
Ça vient des Andes. Il dit c'est le patron. Je ne l'ai pas mentionné parce que je croyais qu'on parlait d'oiseaux marins, dit Topspin. Oui, vas-y. Je pense que parmi les oiseaux marins, c'est sûrement l'un des plus grands. Mais le condor, lui, il est vraiment incroyable, non? Je ne sais pas si c'est le plus grand non plus, mais disons qu'il est impressionnant. Bon, eh bien, on y va, non? Allons-y. On continue à discuter. Portez-vous bien. Passez une excellente journée. On se voit plus tard. À bientôt.